Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons 5 des attaques d'animaux de compagnie les plus terrifiantes jamais enregistrées. D'une agression redirigée d'un chat bengale dans un appartement exigu à un écrasement fatal par un étalon dans une ferme tranquille au Texas. Mais d'abord, un nettoyage de l'enclos de routine avec un python de compagnie tourne au drame. C'était le 4 août 2017 à Columbus, Ohio. Une humidité pesante planait sur le duplex, rien d'inhabituel en apparence. Pourtant, à l'intérieur d'une chambre à l'étage, une série de choix négligés s'alignait discrètement vers une tragédie. Evan Marlowe avait vécu dans le duplex pendant presque 3 ans. À 29 ans, il travaillait de longues heures comme préparateur de commandes en entrepôt et gardait une petite collection de reptiles comme passe-temps solitaire. La routine l'aidait à se détendre après des heures de travail imprévisibles. Il n'était pas négligent, mais ses revenus limités le poussaient souvent vers des enclos improvisés et des rats d'alimentation à prix réduit, ce qui signifiait que le calendrier alimentaire de son python birman n'était jamais cohérent. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme patient et méthodique, quelqu'un qui essayait de faire les choses correctement même lorsque ses ressources étaient insuffisantes. Le python, une femelle subadulte de 3 mètres, était le centre de sa petite collection. Il avait fabriqué son enclos en contreplaqué et plexiglas, fier de son savoir-faire malgré ses dysfonctionnements de chauffage occasionnels. Son voisin, Travis, l'aidait à vérifier les températures et à vaporiser l'enclos quand Evan faisait des heures supplémentaires. Travis a dit plus tard qu'Evan avait mentionné l'agitation croissante du serpent. Ses mouvements suivaient les mains à travers le verre plus vivement et elle appuyait plus souvent contre la porte de l'enclos. Rien de tout cela ne leur semblait alarmant à l'époque, seulement des signes que le serpent mûrissait et se nourrissait plus agressivement. La pièce des reptiles se trouvait au-dessus de la zone de vie du duplex, chaude et mal ventilée. De légers parfums de literie, de désinfectants et de mangeoires décongelés persistaient. Evan avait nettoyé l'enclos plus tôt, laissant des résidus chimiques sur ses mains. Le python n'avait pas mangé depuis 9 jours et Travis supposait que les bruits de froissement étaient habituels. Les pythons birmans sont des prédateurs embusqués qui comptent beaucoup sur l'odorat, la chaleur et le mouvement. Même les subadultes d'environ 10 pieds peuvent appliquer une pression significative, se resserrant en réponse à la résistance plutôt que par agression directe. Leur réponse alimentaire s'accentue lorsque la nourriture est irrégulière ou lorsque des signaux environnementaux, tels que la chaleur corporelle ou des odeurs fortes, imitent une proie. Dans des espaces clos et chauds, l'identification erronée peut se produire rapidement et sans les démonstrations dramatiques souvent montrées dans les médias. Dans les heures précédant l'attaque, plusieurs avertissements subtils étaient présents. Le coussin chauffant sous l'enclos avait été incohérent pendant des semaines, surchauffant parfois. Le serpent avait parcouru l'enclos plus que d'habitude la veille au soir, et surtout, Evan avait nettoyé l'enclos sans avoir complètement lavé le désinfectant de ses bras avant de la manipuler. Travis mentionnerait plus tard que la pièce sentait fortement les produits de nettoyage quand il y est entré cet après-midi-là. Chacun de ces facteurs a contribué à un état de réponse alimentaire accru chez le python, bien qu'aucun ne semble suffisamment alarmant pour qu'Evan s'arrête. Il l'avait manipulé des dizaines de fois sans problème et l'expérience engendre souvent une confiance mal placée. Alors qu'Evan soulevait le serpent du bac temporaire pour la remettre dans l'enclos, la première boucle s'est resserrée autour de son avant-bras. L'épreuve suggère qu'elle a aperçu la chaleur et l'odeur sur sa peau comme un contact avec une proie. La séquence s'est déroulée tranquillement. Un bruit sourd étouffé a traversé le mur, suivi du raclement des pieds contre le sol en bois. C'était alors que Travis entra dans la pièce. Il trouva Evan partiellement effondré contre le cadre du lit, le python déjà enroulé 2 fois autour de son torse avec une 3e boucle se resserrant le long de son bras supérieur. Travis a ensuite décrit les mouvements comme méthodiques plutôt que chaotiques. À chaque fois qu'Evan essayait de se déplacer ou de s'écarter, la prise du serpent se resserrait par petits à-coups, comme un comportement alimentaire de constricteur. Sa mâchoire était calée près de son coude, n'essayant pas de mordre mais s'ancrant pour avoir un appui. La pièce était chaude et les 2 hommes transpiraient alors que Travis essayait de glisser un manche à balai entre les bobines. La tentative n'a fait que déclencher un resserrement supplémentaire. Le serpent a répondu à la pression par plus de pression. La lutte d'Evan affaiblit en quelques minutes, son dos plaqué contre le bord du matelas. Le python a maintenu sa position, toujours enroulé, respirant lentement et régulièrement. Travis a appelé les services d'urgence, laissant le téléphone sur haut-parleur tout en continuant à essayer de créer de l'espace entre les anneaux et la poitrine d'Evan. Les intervenants sont arrivés avec des outils de manipulation d'animaux, un spray rafraîchissant et des tampons imbibés d'alcool pour perturber l'emprise du serpent. Ils ont travaillé méthodiquement, retirant chaque boucle avec une pression coordonnée jusqu'à ce qu'ils libèrent le torse d'Evan et retirent la dernière boucle de son bras. Evan n'a pas repris connaissance. Les ambulanciers l'ont déclaré mort sur les lieux d'une asphyxie compressive. Son téléphone a été retrouvé par terre à côté du lit, l'écran fissuré suite à la chute initiale. La boîte de dépôt temporaire est restée ouverte, suggérant qu'il ne prévoyait qu'un transfert bref. Le python, une fois complètement déroulé, semblait léthargique à cause de l'effort.
Elle a été transportée dans une petite installation de réhabilitation où le personnel a noté des signes précoces de maladies osseuses métaboliques, probablement liés à une nutrition des proies inconsistantes et aux problèmes de température prolongée qui avaient affecté sa digestion. Les agents agricoles de l'État ont ensuite confirmé qu'Evan ne détenait pas le permis de serpent restreint requis dans l'Ohio pour les pythons birmanes et le cas a été enregistré comme une violation de possession non enregistrée. L'incident est resté local, mentionné une seule fois dans un petit journal communautaire axé sur la sécurité des soins aux reptiles. Travis a ensuite remis ses propres animaux, reconnaissant comment des problèmes de soins subtils peuvent s'aggraver. La chambre a été vidée en quelques jours, ne laissant derrière elle que de faibles odeurs de désinfectants et de contreplaqué. L'attaque du python a commencé par de petites négligences qui se sont accumulées tranquillement. Mais l'histoire suivante montre comment le danger peut éclater encore plus rapidement lorsqu'une matinée ordinaire avec un chat de maison agité se transforme soudainement en une explosion d'agression redirigée. C'était le 12 mai 2018 à Portland, Oregon. Un matin frais et calme s'était installé sur l'appartement du 2e étage. Mais à l'intérieur d'une unité, des jours de tension croissante se dirigeaient vers un point de rupture soudain et inaperçu. Lina Ortiz, 32 ans, travaillait comme graphiste freelance depuis son domicile. Son emploi du temps changeait constamment et les horaires irréguliers la tenaient souvent éveillée bien après minuit, laissant ses matinées lentes et calmes. Elle vivait avec son chat bengal, Milo, qu'elle avait adopté 3 ans plus tôt lorsqu'un précédent propriétaire l'avait abandonné en raison de son niveau d'énergie. Lena appréciait la structure de prendre soin de lui et malgré les défis de posséder une race hybride à haute énergie, elle pensait comprendre ses humeurs suffisamment pour le gérer en toute sécurité. Son travail nécessitait de longues heures à son bureau et elle se rassurait souvent en se disant que les allées et venues de Milo et son agitation occasionnelle faisaient simplement partie de son tempérament et non de signe d'un problème plus profond. L'appartement donnait sur une ruelle avec une petite colonie de chats sauvages, ce qui mettait Milo sur les nerfs. Il arpentait, vocalisait et griffait les stores. Le bruit de la construction pendant la semaine augmentait son agitation. Des marques de griffes sont apparues sur le cadre de la fenêtre et Jess l'entendait parfois grogner face au mouvement à l'extérieur. Ce matin-là, la lumière du soleil s'accrochait à la poussière flottant dans l'air et l'appartement portait les odeurs de café et le léger musc de la fourrure de chat. L'allée en dessous résonnait d'une brève escarmouche entre 2 chats errants, leurs hurlements montant jusqu'au 2e étage. À l'intérieur, le corps de Milo se tendit et sa queue claqua violemment d'un côté à l'autre alors qu'il se pressait contre les stores de la fenêtre, essayant de voir la source du bruit. La pièce semblait étouffante, l'air lourd d'une tension que ni l'une ni l'autre des femmes ne reconnaissaient comme dangereuse. Lena s'approcha avec l'intention de l'éloigner et de le calmer avant de commencer sa journée de travail, inconsciente de sa proximité avec un pic d'excitation totale. Les chats du Bengale, notamment ceux avec un pourcentage plus élevé de lignées sauvages, conservent de fortes réponses prédatrices et territoriales. Ils sont sensibles aux sons, aux mouvements et aux stimuli visuels et peuvent montrer une agressivité redirigée lorsqu'ils ne peuvent pas atteindre la source de leur agitation. Dans des états d'excitation intense, leurs réactions peuvent être rapides et sévères, moins motivées par l'intention que par une surexcitation instinctuelle. Leur musculature est dense pour leur taille et leurs pattes arrière permettent des mouvements de coups puissants capables de provoquer des égratignures profondes ou des perforations. Dans les minutes précédant l'attaque, plusieurs avertissements étaient visibles. Les oreilles de Milo restaient dressées, sa queue se secouait rapidement et il émettait un long miaulement continu dirigé vers le mouvement extérieur. Jess, depuis la cuisine, l'entendit et supposa que cela passerait, ayant déjà été témoin d'un comportement similaire. La bagarre précédente entre les matous avait laissé le corps de Milo raide de tension. Le bruit des travaux dans la ruelle l'avait déjà agité à plusieurs reprises tout au long de la semaine, et les griffures sur le cadre de la fenêtre montraient des signes clairs de frustration croissante. Lena, habituée à ces vocalisations, tendit la main vers ses épaules sans prendre le temps d'évaluer sa posture, supposant probablement qu'une douce caresse désamorcerait la situation. Le passage de l'immobilité à la violence fut immédiat. Lorsque la main de Lena se posa sur le dos de Milo, il se retourna brusquement et s'accrocha à son avant-bras avec ses griffes avant. Ses pattes arrière frappèrent en succession rapide, griffant sa peau en ligne parallèle. Jess, entendant soudain un bruit sourd contre le mur, leva les yeux pour voir Milo s'accrochant au bras de Lena alors qu'elle essayait de se dégager. La prise du chat se resserra, chaque coup de patte approfondissant les coupures. Quand Lena tenta de se lever, Milo grimpa plus haut, utilisant sa chemise comme appui, et visa sa joue et son cuir chevelu avec des morsures rapides et répétées. Jess traversa la pièce avec une couverture, essayant de créer une barrière, mais Milo attaqua lorsqu'elle tendit la main, laissant une marque en zigzag sur son poignet. L'attaque continua pendant plusieurs secondes avant que Jess ne parvienne à enrouler la couverture autour du torse de Milo, créant juste assez de séparation pour que Lena puisse se retirer. Milo s'agita brièvement dans le tissu avant que Jess ne le porte à la salle de bain et ne ferme la porte, l'isolant de tout contact supplémentaire. Des gouttelettes de sang traînèrent du salon au couloir, marquant la lutte courte mais sévère.
L'appartement tomba silencieux, brisé seulement par la respiration irrégulière de Lena. L'attaque avait duré moins d'une minute, mais les blessures étaient importantes. Des blessures par perforation traversées de sa joue et près de sa paupière et des égratignures profondes longeaient son avant-bras. Jess a appelé les services d'urgence et les ambulanciers sont arrivés pour soigner les blessures avant de transporter Lena pour une évaluation plus approfondie. Milo est resté confiné, la porte de la salle de bain renforcée avec une serviette sous l'écart pour empêcher l'évasion. Lena a survécu à l'incident mais a nécessité des microsutures autour de la paupière et des soins de suivi pour surveiller toute infection. Le contrôle des animaux a effectué une période d'observation obligatoire de 10 jours pour Milo, déterminant finalement que l'attaque provenait d'une agression redirigée plutôt que d'une méchanceté inhérente. Ils ne l'ont pas saisi définitivement mais ont noté l'incident dans leurs dossiers internes. L'affaire n'a presque pas attiré l'attention du public, n'apparaissant que comme un petit article dans un bulletin de quartier décrivant un appel pour agression d'un animal domestique à l'intérieur. Jess a déménagé 2 mois plus tard, disant que l'incident avait changé sa perception des chats très actifs dans les petits espaces. À l'automne, l'appartement a été repeint et reloué, le cadre de fenêtre est raflé étant la seule trace de la façon dont une matinée de routine s'était rapidement transformée en violence. Les gens supposent souvent que les animaux de compagnie exotiques sont les plus risqués, mais l'histoire suivante montre comment même une race domestique bien aimée peut devenir dangereuse lorsque l'agitation continue de croître derrière une fenêtre d'appartement fermé. C'était le 3 septembre 2016 à Bakersfield en Californie. La chaleur de fin d'été s'installait sur le quartier dans un calme lourd et régulier du genre à ralentir l'air. Rien d'inhabituel ne traversait les clôtures des arrière-cours. Pourtant, de petites habitudes familières commençaient déjà à changer juste assez pour préparer le terrain à un accident évitable que personne n'a pleinement reconnu. Marsha Delton, 54 ans, travaillait à temps partiel comme comptable et passait la plupart des après-midi à s'occuper de son petit jardin et des animaux qu'elle gardait comme compagnons. Elle avait adopté une tortue sulcata nommée Buster 8 ans plus tôt d'un passionné dépassé qui ne pouvait plus s'en occuper. Marsha était fière de maintenir une routine, nourrir, nettoyer et interagir doucement, croyant que son attention avait aidé la tortue à s'installer dans une vie stable et prévisible. Son jardin était son principal sanctuaire et s'occuper de Buster donnait une structure à ses journées, surtout après être passé à un emploi à temps partiel l'année précédente. Les voisins voyaient principalement Marsha se déplacer tranquillement dans son jardin, portant des bols de nourriture ou s'occupant de petites parcelles de mauvaises herbes. Depuis la fenêtre de sa cuisine, Aline apercevait souvent des éclats de sa routine quotidienne et avait récemment remarqué que Buster la suivait de plus près qu'avant. Marsha a mentionné que son appétit avait augmenté avec la chaleur, et il se pressait contre ses jambes à l'heure du repas, un changement qu'elle a ignoré comme saisonnier. La cour elle-même montrait des signes de fin d'été, un sol sec et inégal, des poches de terre retournées près du hangar et des passages étroits où l'ombre atteignait à peine, des espaces que Marsha traversait sans beaucoup de prudence. Les tortues sulcata, en particulier les adultes approchant les 70 livres, sont de puissants herbivores avec des membres forts et trapus et une tendance naturelle à aller de l'avant lorsqu'elles naviguent à travers des obstacles. Bien qu'ils ne soient pas des prédateurs agressifs, ils peuvent faire preuve d'un comportement affirmé en quête de nourriture, surtout pendant les périodes d'appétit accru. Leur élan vers l'avant peut être rapide pour leur taille, et une fois engagés dans un mouvement de poussée, ils continuent avec une force constante et inébranlable en utilisant leur carapace en dôme comme levier contre les surfaces ou objets. Plusieurs avertissements avaient été accumulés dans les jours précédant l'incident. L'augmentation du rythme de Buster avant les repas, les coups de coude plus fréquents contre les jambes de Marsha et la proximité avec laquelle il la suivait dans le jardin indiquaient tous une motivation alimentaire accrue. Le sol inégal ajoutait de l'instabilité et le couloir étroit près de la cabane réduisait sa capacité à s'éloigner rapidement. Tôt ce matin-là, Aline avait vu Buster tourner près de la cabane pendant plusieurs minutes, un comportement inhabituel qu'elle a interprété comme une anticipation de l'heure du repas. Marsha, portant un bol en métal de légumes hachés, semblait inconsciente de la façon dont ces petits facteurs se rapprochaient fortement. Alors qu'elle entrait dans la bande ombragée à côté de l'abri et se tournait pour abaisser le bol, Buster s'élança avec une rapidité surprenante pour sa taille. Sa carapace heurta l'arrière de son mollet, la déséquilibrant. Le sol sec se déroba sous ses pieds et elle tomba à la renverse dans l'espace étroit. Avant qu'elle ne puisse se relever, la tortue avança à nouveau, pressant son poing en avant jusqu'à ce que son dos rencontre le mur en bois de l'abri. Aline, qui était en train de rincer les assiettes, a regardé dehors juste à temps pour voir les pieds de Marsha donner des coups contre la terre. Aline s'est précipitée dehors, appelant Marsha en traversant la cour. Buster a maintenu une pression constante, ses pattes avant solidement ancrées et sa carapace inclinée vers le haut alors qu'il poussait. Marsha a essayé de se déplacer sur le côté, mais l'espace confiné entre le hangar et le parterre de fleurs offrait peu de place. Chaque fois qu'elle essayait de se soulever, le poids de Buster la plaquait, ses mouvements lents mais fermes. Aline a essayé de le repousser au bord de la coquille, mais sa masse a à peine bougé. Réalisant qu'elle avait besoin de levier, Aline saisit une pelle appuyée près du parterre de fleurs.
Elle coinça le manche entre la carapace de Buster et le mur de la cabane, exerçant une pression constante. Après plusieurs secondes, la tortue se déplaça juste assez pour que Marsha puisse libérer une jambe et se glisser sur le côté hors du couloir étroit. Buster continua d'avancer un moment avant de s'arrêter, son attention fixée sur le bol tombé. La cour retrouva son calme une fois la lutte immédiate terminée. Marsha resta au sol, respirant difficilement, incapable de mettre du poids sur son côté gauche. L'impact de la chute et la force de la carapace de Buster lui ont causé une douleur significative. Aline a appelé les services d'urgence et les ambulanciers ont transporté Marsha à l'hôpital où des examens ont révélé une fracture de la hanche et des contusions internes. Elle a survécu, mais a nécessité une rééducation prolongée. Les services de contrôle des animaux et une organisation locale de sauvetage ont ensuite évalué Buster, déterminant que son comportement était dû à une forte motivation alimentaire plutôt qu'à l'agressivité. Il a été relogé dans un sanctuaire régional de tortues avec plus d'espace et des conditions d'alimentation contrôlées. L'incident a été mentionné brièvement dans une petite newsletter de jardinage comme un rappel des risques associés aux grands herbivores dans des environnements confinés de jardin. Dans les mois qui ont suivi, Marsha a réaménagé son jardin avec des zones d'alimentation séparées et des allées plus larges, ajustant ses routines pour éviter les zones étroites et un terrain imprévisible. Le mur de l'abri, auparavant marqué par la carapace de la tortue, servait de rappel silencieux de la manière dont un après-midi ordinaire d'alimentation s'était transformé de manière inattendue en un moment dangereux, dicté par l'instinct et les circonstances. Le dernier cas a montré comment une force lente et régulière peut piéger quelqu'un avant qu'il ne réalise le danger, mais le prochain incident est l'opposé. Ici, un bruit qui dure une fraction de seconde dans une maison calme déclenche une attaque aérienne à laquelle personne ne s'attendait. C'était le 14 novembre 2015 à Tampa, en Floride. De l'extérieur, la maison semblait calme. Mais à l'intérieur, la montée des tensions et les disputes répétées poussaient discrètement un animal de compagnie sensible vers un point de rupture invisible. Trevor Marsh, 27 ans, travaillait de longues heures dans un emploi pratique de maintenance, rentrant souvent chez lui épuisé et irritable. Il avait emménagé chez sa sœur, Marcy, 25 ans, seulement 6 mois auparavant pour économiser de l'argent pendant sa période de formation, ayant pleinement l'intention que ce soit temporaire. Leur arrangement fonctionnait en surface. Loyer partagé, tâches partagées, mais des frustrations sous-jacentes couvaient alors que les factures fluctuaient et que les horaires entraient en conflit. Le haras à ailes vertes de Marcy, Rico, faisait partie de la maison bien avant l'arrivée de Trevor. L'oiseau occupait un grand perchoir dans le coin du salon, un espace que Trevor devait traverser à plusieurs reprises chaque jour. Il essayait de contrôler ses mouvements, mais son allure naturelle, avec ses pas rapides et déterminés, effrayait parfois Lara, provoquant des vocalisations aiguës qui ajoutaient au stress du ménage. Marcy, qui travaillait dans un petit cabinet dentaire à proximité, avait élevé Rico pendant près de 15 ans. L'oiseau était profondément lié à elle, faisant confiance à son toucher et réagissant à sa voix, mais il restait très réactif aux changements soudains de ton ou de mouvement. Marcy avait enregistré Rico sous le permis d'animal de compagnie personnel de la FEDC des années auparavant, une exigence qu'elle renouvelait chaque année. Au cours de la semaine précédente, des disputes avaient éclaté entre les frères et sœurs à propos des services publics et de la planification. Chaque fois qu'une voix s'élevait au-dessus du niveau de conversation normal, Rico répondait par des battements d'ailes ou des cris perçants. Marcy a remarqué le comportement, mais l'a interprété comme une sensibilité typique des haras. Le propriétaire, qui vivait dans l'unité adjacente et entendait souvent le bruit de la maison, avait frappé 2 fois ces derniers jours pour demander si tout allait bien, mais rien ne semblait assez grave pour susciter des inquiétudes. Le salon était petit, avec un canapé le long d'un mur et le perchoir de Rico près de la fenêtre. L'air chaud transportait de subtils flocons de plumes et copeaux de pin malgré le climatiseur. Dehors, l'humidité pesait. Trevor se déplaçait rapidement dans cet espace restreint tandis que Rico se balançait sur son perchoir. Les plumes se sont levées dans une légère agitation. Les haras à ailes vertes sont de grands perroquets avec des becs puissants capables de casser des noix et d'exercer une pression significative lorsqu'ils sont alarmés. Leurs réponses instinctives dépendent fortement des signaux environnementaux, des changements de volume, du langage corporel ou des mouvements soudains. Lorsqu'ils sont surpris ou surstimulés, ils peuvent se lancer de leur perchoir et utiliser une morsure défensive pour s'ancrer. Bien que non agressifs par nature, leur taille et leur force signifient qu'une réaction de peur peut entraîner des blessures graves. Le lien à long terme de Rico avec Marcy le rendait prévisible avec elle, mais moins avec des mouvements rapides ou des signaux corporels inconnus des autres. Les avertissements s'étaient accumulés discrètement les jours précédents. Rico avait commencé à écarter ses ailes plus fréquemment, surtout lorsque les voix montaient. Il se réfugiait plus profondément dans son perchoir lorsque Trevor traversait la pièce trop rapidement, souvent en dressant les plumes de sa tête en signe d'incertitude. Plus tôt dans l'après-midi, tandis que les frères et sœurs échangeaient des mots tendus à propos d'une facture mal calculée, l'oiseau bougeait constamment, sa queue battant contre la barre métallique. Le propriétaire s'est arrêté sur son porche lorsqu'il a entendu la dispute s'intensifier, bien qu'il n'intervienne pas. Alors que la discussion devenait plus vive,
Trevor traversa le salon vers la cuisine, son ton changeant brusquement. Ce changement, net, fort et inattendu, fut le déclencheur final de la réaction de sursaut de Rico. Alors que Trevor passait devant le perchoir, Rico se lança dans les airs avec un battement rapide d'ailes. Le mouvement était soudain et direct, une trajectoire de vol en biais vers le Rio avant de plonger vers le visage de Trevor. Marcy a vu clairement l'arc. Les ailes de Rico s'étendirent largement, son corps se penchant en avant alors qu'il s'accrochait au tissu mou juste sous l'œil gauche de Trevor. Trevor trébucha, attrapant le côté de la cage pour se stabiliser alors que le hara se refermait dans une prise défensive. La pression du bec, conçue pour casser les coquilles et les surfaces dures, pénétra vivement dans la peau autour de l'œil, provoquant un saignement immédiat. Trevor tenta de se retirer mais Rico tenait bon, ses serres s'accrochant légèrement à l'épaule de Trevor pour s'équilibrer. Marcy s'est précipitée avec une serviette, hésitant un instant en essayant d'éviter de blesser l'oiseau. Son indécision a permis à la lutte de continuer encore quelques secondes. Le souffle de Trevor est devenu irrégulier alors qu'il se penchait légèrement, essayant de réduire l'angle de la morsure de Rico. Sa main libre resta appuyée sur la cage, muscles tendus. Dans l'unité voisine, le propriétaire entendit l'impact de la lutte et se précipita dans le passage commun, entrant dans le salon alors que Marcy enroulait finalement la serviette autour du corps de l'oiseau. Ensemble, Marcy et le propriétaire fixèrent la serviette autour des ailes et du torse de Rico, soulageant la pression sur le visage de Trevor. Avec un effort coordonné, ils ont réussi à détacher le bec de Lara des tissus déchirés sous l'œil. Rico, toujours enveloppé, a été placé dans une cage de transport de rechange pour éviter toute agitation supplémentaire. Trevor s'est assis contre la coudoir du canapé, tenant un linge propre sur son œil pendant que Marcy appelait les services d'urgence. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, notant des lacérations profondes des paupières et des dommages cornéens avant de transporter Trevor à l'hôpital où les spécialistes ont confirmé une perte de vision partielle. Rico a ensuite subi une évaluation comportementale, mais est resté avec Marcy sous des directives plus strictes. L'incident est resté privé, mentionné uniquement dans une brève note du propriétaire. Trevor a déménagé quelques mois plus tard, laissant à Marcy un salon transformé et un souvenir durable de l'événement. L'attaque du hara s'est produite en un clin d'œil. Ce qui suit est bien plus lent et bien plus impitoyable, où la force, et non la vitesse, devient le facteur décisif. Et une fois que la pression a commencé, il n'y avait plus d'échappatoire pour la victime. C'était le 17 avril 2016 dans la campagne de Brenham, au Texas. La ferme semblait calme sous la chaleur de midi, inconsciente que les routines familières entre une propriétaire et son étalon dérivaient tranquillement vers un tournant fatal. June Carter, 38 ans, gérait une modeste ferme où elle gardait quelques poules, un jardin potager et un seul étalon nommé Rowdy. Elle travaillait à temps partiel au magasin d'alimentation de la région et entretenait la propriété elle-même, traitant les animaux comme des compagnons plutôt que du bétail. Rowdy était à elle depuis qu'il était poulain. Elle l'avait élevé depuis le sevrage, l'avait entraîné elle-même et l'avait enregistré à son nom. Les voisins la décrivaient comme impliquée et très attachée. Elle le brossait tous les jours, lui donnait des friandises à la main et préférait monter seule sur des chemins de terre tranquilles. La relation était affectueuse et familière et l'attitude de June reflétait des années de confiance qui, avec le temps, avaient adouci les frontières formelles entre le propriétaire et l'animal. Elle ne pouvait pas se permettre des entraîneurs professionnels, mais Rowdy lui répondait calmement, alors elle comptait sur leur longue relation. Ils vivaient dans un petit box derrière la grange, assez près pour qu'elle puisse le surveiller tout au long de la journée. Ce n'était pas un cheval de travail, c'était son animal de compagnie personnel. La grange était chaude avec du foin et de la poussière, et la ruelle étroite près de son box laissait peu de place pour éviter un mouvement brusque s'il avançait soudainement. Les étalons adultes sont des animaux puissants, pesant bien plus de 1000 livres dans les grandes races, avec un centre de gravité bas et des arrière-trains solides conçus pour l'élan vers l'avant. Ils peuvent déplacer leur poids rapidement et s'appuyer contre une surface pour appliquer une pression incessante. Lorsqu'il est déclenché, l'élan naturel d'un étalon est lent mais d'une lourdeur écrasante. Il n'a pas besoin de vitesse pour exercer une force écrasante contre un objet fixe. Une manipulation inexpérimentée, des frontières floues entre l'homme et l'animal ou une mauvaise interprétation du langage corporel peuvent rapidement transformer une interaction de routine en un piège dangereux. Ce printemps-là, Rowdy est devenue plus agitée à l'heure des repas, piétinant le sol du box et poussant les jambes de June lorsqu'elle tardait. Les voisins l'ont remarqué la suivre de près et l'ont même vu pousser un poteau de portail lors d'un bref différend sur les clôtures. June l'a rejeté comme de l'entêtement. Ce matin-là, rentrant tard du magasin d'alimentation, elle est entrée dans l'étroit passage sans se rendre compte que Rowdy avait durci sa posture derrière elle. Alors qu'elle se penchait, Rowdy avança avec un pas stable et énergique. L'épaule de l'étalon frappa le creux de son dos, poussant son poids vers l'avant, si bien qu'elle trébucha contre le cadre de l'étal. L'impact n'était pas spectaculaire en son, mais il était décisif en force. Le torse de June a rencontré le poteau en bois et Rowdy a continué à pousser, inclinant son énorme poitrine et son cou dans une pression lente et soutenue plutôt que des coups répétés.
ses bras s'accrochaient pour supporter la porte de la stalle. Ses pieds cherchaient à s'accrocher à la paille inégale. Le voisin, Ellie, qui réparait une clôture à 10 mètres, a entendu un bruit sourd et un son bas et angoissé. Il a levé les yeux pour voir Rowdy appuyé, tête baissée, corps incliné alors qu'il poussait June contre le mur de la stalle. June a essayé de se déplacer sur le côté, mais la largeur de l'allée ne permettait que peu de mouvement. Chaque tentative de se lever déclenchait plus de pression. La masse de Rowdy ne surgissait pas tant qu'elle s'installait, exerçant un poids vers le bas contre ses côtes et sa poitrine. Les mouvements de l'étalon étaient réguliers, pas frénétiques, une application incessante de force qui comprimait son torse contre le bois. Ellie a traversé la cour et a crié en attrapant une poignée de seaux pour la jeter vers le box dans le but de distraire le cheval, mais le regard de l'étalon est resté fixé sur la silhouette immobilisée. Il a atteint la porte de l'écurie et a poussé l'épaule de l'animal. Rowdy serra plus fort, déplaçant le point de pression sur la poitrine de June. La compression rendait la respiration difficile. Les observateurs ont plus tard décrit ces tentatives d'inhaler comme superficielles, chaque respiration étant plus difficile que la précédente. Les bras de June se sont affaissés alors que le mouvement de ses côtes devenait inefficace. Ellie, accompagnée d'une autre voisine, Ramona, a essayé de détourner l'étalon en tordant une corde d'attache qui avait été enroulée sur un poteau voisin, mais le poids de Rowdy et l'étroitesse de la stalle ont empêché tout déplacement immédiat. En quelques minutes, les ambulanciers étaient sur place après un appel frénétique. À ce moment-là, June avait perdu connaissance. Les secouristes ont effectué des procédures d'extraction et ont fourni des efforts de décompression thoracique, mais la compression prolongée avait causé un traumatisme interne fatal, de multiples fractures des côtes, des mécanismes de thorax instables et une hémorragie interne rapide. Elle a été déclarée morte sur place. Le téléphone de June a été retrouvé sur le sol de la grange avec l'écran fissuré, un fichier vidéo inachevé toujours ouvert depuis qu'elle l'avait posé sur une étagère avant de travailler. Sa boîte à outils était éparpillée. Quelques vis ont été dispersées pendant la lutte. Rowdy se tenait tranquillement dans son box, respirant lourdement mais ne montrant aucun comportement prédateur lorsque les secours sont arrivés. Les déclarations des témoins et une brève vidéo tremblante d'un voisin ont confirmé la force compressive lente plutôt qu'une attaque frénétique. Un vétérinaire et des agents de contrôle des animaux ont ensuite déterminé que le comportement de l'étalon provenait d'une fixation sur l'espace et les ressources, recommandant un transfert vers une installation avec des gestionnaires expérimentés. Le coroner a répertorié un traumatisme thoracique contondant avec hémorragie interne comme cause du décès. La couverture locale est restée minime, notée uniquement comme un accident à la ferme, mais les voisins ont discrètement ajusté leur propre grange. Des allées plus larges, des zones d'alimentation plus claires, tandis que la propriété portait le souvenir d'une routine familière qui était devenue irréversible en quelques secondes. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez pour en voir plus.